Bonjour. La dernière séance, nous avons étudié l'image donnée par un miroir plan en appliquant les lois de Descartes pour la réflexion. Aujourd'hui, on va étudier le champ visuel. Le champ visuel correspond à la région de l'espace que l'œil perçoit à travers un miroir. Donc, ce champ visuel, il dépend de la position du miroir et de ses dimensions par rapport à l'œil. Écrivez, c'est la région de l'espace que l'œil, situé à une position donnée, il faut corriger les erreurs de graphe, une position donnée, voit à travers le miroir. Le champ visuel dépend des dimensions du miroir et de la position de l'œil par rapport au miroir. On va traiter, illustrer ce problème à l'aide des personnages Tom et Jerry. Voici la position du miroir qui a une dimension L. La dimension du miroir, c'est une longueur L. On se demande où est le champ visuel de Tom en regardant ce que cet œil peut voir à travers le miroir. Pour cela, il suffit de suivre les étapes suivantes. Maintenant, on s'intéresse au champ visuel de Tom. Pardon, attendez. Tom. C'est que Tom voit à travers le miroir. On trace d'abord le premier rayon lumineux issu de l'œil à l'extrémité du miroir. D'après la loi de réflexion de Descartes, l'angle d'incidence ici est égal à l'angle de réflexion IR, ou bien I1, I2. On obtient le rayon R2. Ça, si vous voulez, c'est I1. Ça, c'est comme la source, mais ce n'est pas une source lumineuse. On considère tout simplement le rayon ici, ici de l'œil vers l'extrémité du miroir, puis l'angle réfléchi R1. Puis on considère un deuxième rayon, lequel il frappe sur le miroir au point d'incidence I2, est toujours issu du même œil. Après réflexion, toujours en appliquant la loi de Descartes de la réflexion, donc voilà le rayon réfléchi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le champ visuel? C'est tout l'espace compris entre les deux rayons réfléchis R1 et R2. Attention, ça c'est R1 et 1 et 2. Tout l'espace, donc cet espace-là, on le colorie comme suite. Voilà, en gris ici, ou bien sous forme transparent, ce que Tom voit à travers le miroir. Donc, il va voir toute cette région assurée. Une partie de Jerry, le tronc et la tête, mais il ne voit pas les pieds. N'oubliez pas qu'ici, on a considéré I2, I1. On applique les lois de réflexion. On s'intéresse maintenant à ce que Jerry peut voir à travers le même miroir. Jerry, voilà, pour Jerry, on refait la même chose. Le premier rayon, il frappe sur le plan d'incidence au point I1, extrémité du miroir. Il va donner un rayon réfléchi, on l'appelle R1, avec le respect de la loi de Descartes pour la réflexion. Les deux angles sont égaux. On trace le deuxième de l'autre extrémité, le rayon incident pour arriver au point I2, extrémité du miroir. Après la loi de réflexion, c'est la normale au plan, puis le rayon réfléchi R2. R2. Quel est le champ visuel de Jerry? Attention, c'est l'espace délimité par le miroir et les deux rayons réfléchis ici. C'est toute cette partie-là. Voilà le champ visuel, ce que voit Jerry à travers le miroir. Nous allons voir ce que voit Tom puis Jerry
derrière le miroir. On a vu que ça, c'est le champ visuel de Tom. Ce qu'il voit à travers le miroir, il voit son image et une partie de Jerry. Je vous rappelle que l'image donnée par un miroir, on s'obtient par le symétrique. Par exemple, ici, sur le point symétrique de ce point. Les distances sont égales. Ici, on a vu que ici, ces distances, ce sont d'autres distances, mais elles sont égales. Donc, l'image, c'est le symétrique. Passons maintenant à ce que voit Jerry. Jerry, ils n'ont pas le même champ visuel. Ça, c'est le champ visuel de Jerry. Voilà. Donc, voilà ce que voit Jerry à travers le miroir. Donc, il ne voit pas son image. Parce que le symétrique, le miroir est haut, mais son image, elle est là, à condition que le miroir soit assez long. Par contre, Jerry, il était au milieu, en face du miroir, il voit son image et il voit une partie de Jerry, le tronc et la tête. Donc, voilà ce que vous devez comprendre sur le champ visuel. Le champ visuel, la définition, c'est la région de l'espace que l'œil situé opposé. On a déjà écrit cette définition. C'est une répétition, dépend des dimensions du miroir et de la position de l'œil par rapport au miroir. Une construction géométrique, vous avez ici un œil. L'œil. Cet œil-là, il faut considérer les rayons incidents au point incidence et 1 et 2. Après réflexion, on délimite le champ visuel. Attention, ce n'est que des répétitions. Le deuxième champ visuel. Ici, la différence, c'est que l'œil s'approche, mais en dessous du miroir. Le champ devient un peu étroit et orienté vers le haut. Ça, c'est un autre cas. Ça dépend de la position de l'œil. Ici, ça, c'est la position de l'œil. Le champ visuel pour cet œil-là, attention, il est un peu large. Si on approche l'œil encore, c'est-à-dire l'œil ici, voilà l'œil. Le champ visuel devient plus large. Si pour la même chose ici, si on est au milieu, mais on se rapproche du miroir, c'est-à-dire le champ devient plus large encore. Les images obtenues par une lentille mince. On va définir d'abord qu'est-ce qu'une lentille. Définition d'une lentille. Une lentille est constituée d'un milieu transparent homogène, comme le verre par exemple, délimité par deux faces sphériques ou deux faces, l'une sphérique et l'autre plane. Lentille convergente et lentille divergente. On va commencer par les lentilles convergentes. Voilà l'aspect des lentilles convergentes. Sur du verre, ici, on va voir la différence entre la lentille convergente et divergente. Voilà, si vous voyez ce schéma-là, la lentille convergente est une lentille dont l'épaisseur est plus petite à ses bords. Je vais vous montrer ici comment on peut construire ceci. Si vous avez un cercle de rayon R1, R1 par exemple, c'est le rayon ici, R1 au 1. Il suffit de tracer un autre cercle de rayon différent, ici, et là, on aura un rayon plus grand peut-être, R2, voilà. La partie délimitée entre l'intersection des deux cercles ou sphères, ça donne ce schéma-là, la lentille convergente. Ici, une partie est courbe, l'autre est presque plane. Qu'est-ce que ça veut dire plan? Le rayon est à l'infini, est assez grand. Le premier centre ici, on appelle ça sommet S1 et centre O1. Ça, c'est le sommet S2 et le centre O2. Ici, c'est le sommet, mais le centre est à l'infini. Le deuxième rayon, il peut être comme ça. Voilà, ça S1, S2, avec un rayon R2.
Donc, S2, ça, c'est l'épaisseur de la lentille. Ça, c'est une lentille aussi convergente. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'une lentille est convergente? C'est ces bords, les bords. Les bords, ils sont minces par rapport au milieu. Le milieu, il a une épaisseur plus grande que les bords. Voilà donc la définition de la lentille mince. On va effacer tout ce qu'on vient d'écrire. Si jamais le texte, vous pouvez écrire et schématiser ce schéma. Lentille divergente. La lentille divergente, avant de voir, je vais vous l'expliquer par le schéma. Voilà l'axe. Si vous prenez ici un cercle de rayon R1, ça c'est le sommet S1, de centre O1. Un autre cercle ici, mais il ne se coupe pas. Notre cercle, ça va avoir un R2 quelconque, C2. Donc, cet espace-là, délimité, si on le construit en vert, on obtient une lentille divergente. Vous voyez que son épaisseur est plus petite que les bords, les dimensions des bords, contrairement à la lentille convergente. Une partie peut être plane et l'autre sphérique, voilà, une autre forme. Donc, après, on va voir le schéma d'une manière plus claire. Voilà les deux aspects de la lentille divergente. Lentille mince. Pour une lentille divergente, l'épaisseur est plus grande au bord qu'au bord. C'est ça, les bords qui sont plus épaisses. Lentille mince. Quand est-ce qu'on dit que la lentille mince, si les deux sommets sont rapprochés, c'est-à-dire cette distance est très faible. Exemple ici, c'est faible devant cette. Là aussi, cette distance, c'est faible. Lorsque la distance E, épaisseur, est très très faible devant les rayons, on peut dire que c'est une lentille mince. Une lentille est dite mince lorsque la valeur de son épaisseur est très petite devant la valeur des rayons de ses faces et de la différence R1, R2 aussi. On représente une lentille mince convergente comme suite. Voilà le schéma. Ça, on va voir que c'est un axe. Ça s'appelle l'axe de symétrie. Il divise ça au centre appelé centre O. Ça, c'est le symbole de la lentille L. On la note L, mais c'est une lentille convergente. Voilà, lentille convergente. Centre optique, ça s'appelle centre optique. L'autre, c'est l'axe optique. Propriété d'une lentille convergente, c'est-à-dire comment il se comporte vis-à-vis des rayons lumineux. Voilà un petit schéma. Vous voyez ici les deux rayons qui passent par le centre, ils passent sans être déviés. L'axe optique. C'est une propriété de l'axe du centre optique O. Par contre, ce troisième rayon, 1, 2, 3. Le troisième, il ne passe pas par le centre. C'est pourquoi il est dévié. Par contre, 1 et 2 ne sont pas déviés. Donc, c'est la première propriété de la lentille convergente. De la lentille, d'une manière générale. Tout rayon lumineux incident passant par le centre optique O traverse la lentille sans être dévié. Exemple, si je vous donne ce rayon-là à compléter. Attendez. En bleu. Ce rayon-là, il traverse O sans être dévié. Attention, c'est la même ligne. Par contre, si vous me demandez un autre rayon ici, lorsqu'il traverse, il sera dévié. Voilà la différence. Effacer avant de faire n'importe quoi. C'est pas grave, on passe. Ça aussi, c'est une autre propriété. Vous voyez les rayons 1, attendez, 1, 2 et 3, ils sont parallèles, et parallèles à l'axe optique.
Après avoir traversé la lentille, il se coupe en même point. On va l'appeler F', distance focale image. Par contre, le rayon 4, il n'est pas parallèle à l'axe optique. C'est pourquoi, même s'il est dévié, il ne va pas passer en F'. Donc, la propriété, comme on va s'écrire, tous les rayons lumineux parallèles incidents et parallèles à l'axe optique, ils doivent être parallèles entre eux et parallèles aussi à l'axe optique, traversent la lentille convergente et se rencontrent en même point F', appelé foyer principal image. Foyer principal image. F' est égal à F', ça s'appelle la distance focale de la lentille. F, point symétrique de F' par rapport à O, il s'appelle F foyer principal objet. Image obtenue par une lentille convergente. Donc, voilà la problématique. On a une lentille convergente ici, L. Son centre, c'est O. Il y a un objet AB. La question, comment trouver la position de AB donnée par la lentille de distance focale connue, on la note F'. Il suffit alors d'appliquer quoi? Les propriétés de la lentille convergente qu'on vient de voir. Voilà, étude expérimentale. Je crois qu'on doit d'abord voir l'étude expérimentale avant l'explication. On va voir ensemble cette vidéo réalisée au laboratoire de physique-chimie pour un groupe classe. Voilà. On place une lanterne de source-lumière blanche face à un écran. On place la lentille convergente entre la source et l'écran. On voit une tache circulaire. C'est une image floue de la source. Pour déterminer la distance focale de la lentille, il suffit d'approcher la lentille à l'écran. La lentille étant très éloignée de la source. Pour que la lumière arrive sous forme de faisceau parallèle, on obtient ici à peu près la distance focale. Il est de l'ordre de 10 cm. À l'aide d'une règle graduée, on peut estimer la valeur de cette distance focale. Rappelons que la source doit être éloignée pour considérer les rayons issus de la source parallèle. En rapprochant de nouveau la lentille, on voit que l'image de la source n'est pas claire et nette, elle est floue. Plaçons maintenant une source sous forme de L, un objet éclairé, et on cherche son image à travers la lentille. En rapprochant de nouveau la lentille vers l'écran, on voit une petite image très renversée, mais elle est très petite. Pour agrandir l'image, il suffit de rapprocher la lentille vers la source. Chercher la position convenable de l'écran, c'est-à-dire la distance entre la lentille et l'écran. Continuons à rapprocher la lentille vers la source objet sous forme de L. On obtient une image encore petite et renversée. Ici, la lettre L est floue. Pour rendre l'image claire et nette, il suffit de rapprocher encore ou éloigner par l'écran. On voit que l'image devient assez grande
Et pour obtenir une image nette, il faut augmenter la distance entre la lentille et l'écran. On distingue alors deux distances. La distance AO entre la source et la lentille et la distance OA' entre la lentille et l'écran pour obtenir une image nette. Chaque position de la lentille nécessite de chercher la position de l'écran pour obtenir une image nette. Dans ce cas, la distance séparant la source et la lentille est à peu près égale à la distance séparant la lentille et l'écran. Lorsque ces distances sont égales, on voit que l'objet et l'image en même dimension. La distance alors entre la lentille et la source, c'est 2 fois f, le double de la distance focale. Et c'est la même distance entre la lentille et l'écran, ce qui donne l'image renversée de même dimension que la source. Pour cette position donnée de la lentille, lorsqu'on obtient l'image nette sur l'écran, on mesure les deux distances AO Algébrique. et OA', c'est-à-dire la distance entre la source et la lentille et la distance entre la lentille et l'image. Pour OA égale 14,2 cm, OA' égale 36,2 cm. Algébrique. Avec F', c'est égal à 10 cm. Construction géométrique. D'après la vidéo vue, on peut faire des constructions géométriques en appliquant les propriétés de lentille. Pour déterminer la position de l'image A'B' que donne une lentille convergente pour un objet AB situé avant la lentille, on trace les rayons lumineux incidents particuliers. Voilà. On a tracé ici un prime. Un prime veut dire les rayons émergés ou transmis après traversée de la lentille. Son axe O. Sa distance focale, c'est F'. On trace aussi un deuxième rayon passant par B et le centre. Écrivez d'abord, on trace le rayon incident parallèle à l'axe optique et issu de B, de l'objet AB. Le rayon émergent, c'est-à-dire traversant la lentille, traverse le foyer principal F'. C'est la propriété qu'on va devoir il y a peu de temps. Voilà, 1 et 1', c'est déjà écrit. On trace ensuite, qu'est-ce qu'on va tracer ensuite? Le rayon incident ici de B et passant par le centre E, optique O de la lentille, ce rayon lumineux traverse la lentille sans subir aucune déviation. Ça constitue une propriété de la lentille. Voilà, toujours, je note les rayons 2 et 2'. Le rayon lumineux 2 traverse O sans être donc dévié. Ce point de rencontre, c'est B'. Ce serait l'image de B. B et B' s'appellent points conjugués. Les deux rayons lumineux émergents, 1' et 2', se rencontrent au point B'. B' et B' sont des points conjugués, ou bien B' point conjugué de B.
B', c'est l'image de B. Normalement, ça suffit ces deux rayons-là pour trouver l'image. L'image A, ça serait la projection de B' sur l'axe optique. Mais pour être sûr ou bien vérifier, on considère un autre troisième rayon peut-être. Donc la projection orthogonale de B' sur l'axe optique donne A', image de A. Image de A. Prenez la figure. Terminez la figure au lieu de la refaire. Ici, on a ajouté un troisième rayon, lequel, c'est le rayon passant par F, attention, c'est le symétrique de F'. Il va sortir parallèle à la lentille. Si vous prenez n'importe quel rayon, exemple celui-ci, automatiquement, il va passer par F'. Mais si vous prenez un rayon, pardon, ici, un rayon qui ne passe pas par B, automatiquement, lorsqu'il traverse la lentille, il ne passera pas par B'. Tous les rayons ici de B traversent après la lentille, se coupent tous en B'. C'est ça qu'on vient d'expliquer ici. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 rayons, tous issus de B. Mais sur le sixième, il n'est pas issu de B. Le sixième est 6', il ne va pas traverser B'. Donc, A', voilà ce qu'il fallait retenir. Le grandissement, c'est-à-dire, on a vu que les dimensions de l'image n'est pas toujours égales aux dimensions, ne sont pas toujours égaux. Elles ne sont pas toujours, égales aux dimensions de l'objet. C'est pourquoi on définit le grandissement. Cela de la position AB par rapport à F. Ici, comment on va définir le grandissement? Tout simplement, il s'appelle gamma. Gamma est égal à B' sur AB. Attention, c'est algébrique. Ici, surtout, c'est négatif. Parce que B' renversé vers le bas et l'autre vers le haut. Donc, algébriquement parlant, c'est négatif. Négatif veut dire que l'image est renversée. Si vous regardez ces triangles assurés, ils sont des triangles opposés ici par le sommet, donc semblables. Les triangles semblables. On peut dire que OA sur OA' est égal à B sur A'B'. Ce sont les propriétés de ce triangle. Donc, je vais effacer d'abord ici pour voir comment ça s'écrit gamma. Gamma, si vous voulez, puisqu'on a dit OA', je vais prendre le suivant, souligné. On a vu que A'B', c'est ça. A'B' sur AB. Ça va être égal à OA', cette distance, sur OA, algébriquement. Voilà. La suite, c'est très important comme relation. Parce qu'on a mesuré les distances OA' et OA expérimentalement. Donc, continuons les étapes. Si vous considérez la figure une deuxième fois, il y a une relation aussi ici. Ça, ces triangles-là sont semblables. Ils ont un sommet commun, c'est F'. On peut dire aussi que F'A' sur F'O, ça c'est O, est égal, j'ai dit F' sur A', sur F'A' sur F'A est égal à A'B' sur AB aussi. Mais c'est égal à OA' sur OA. Donc, O'B' sur OH, qu'est-ce que ça veut dire OH? Voilà OH. OH est égal à AB. Donc, est égal à F'A' sur F'O. Donc, je vais... Normalement, A'B' sur AB. Au lieu de OH, on a écrit AB. Est égal à F'A' sur F' est égal à gamma, est égal à la suite OA' sur OA. Donc, la relation de Charles ici, on ajoute O au milieu.
Donc, F', F', est égal à F'O plus A' sur, donc, sur F'O sur F'O est égal à OA' sur OA. La relation va devenir comment? Ça, le même dénominateur, ça donne 1. Plus OA' sur F' est égal toujours OA' sur OA. Ou cela veut dire que 1 en divisant par OA. 1 sur OA', pardon, en divisant par OA'. Attention, là, c'est OA'. C'est une erreur. Ici, c'est prime. OA'. Donc, ça donne cette relation. Ça s'appelle la relation de conjugaison. Il lie les positions sur l'axe optique. OA' moins 1 sur OA. Attention, c'est algébrique. Est égal à 1 sur OF'. Au revoir et à la prochaine séance.